Tano la banane. Mizvat, Hanouka, Ner, Ish ou Beto. Là-bas, dans ma série de Shabbat, la Gemara, elle explique là-bas, elle ramène une braïta qui nous explique que Mizvat, Hanouka, c'est quoi? C'est Ner, Ish ou Beto. Les Chora, les Mfarshim, ils expliquent que quand on parle de Ner, Ner veut dire ce qu'on utilise normalement pour faire un chipous, pour faire une recherche, comme Botkim et Hames, les Oraner. On vérifie le Hames, les Oraner. Et comme c'est marqué aussi, Ner Hashem Nishmat Adam, Hofes Kol Adre Baten. Ner Hashem Nishmat Hofes Kol Adre Baten. C'est-à-dire que le Ner sert à faire de la recherche, à rechercher. Alors maintenant, avec la question est de savoir, c'est quoi ce Ner de Hanouka? Qu'on allume ce Ner pour chercher quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On est censé chercher quelque chose. Et là-bas, les Mfashim, ils expliquent, ils donnent une réponse bizarre. Ils disent là-bas, en vérité, le nerf de Hanouka nous sert à chercher le rocher, à chercher l'obscurité. Normalement, quand un bonhomme, il allume une lumière, il allume une torche ou bien une lampe ou un nerf, c'est pour avoir de la lumière. C'est pas pour chercher l'obscurité. Ouais, cherche l'obscurité, eh ben, éteins tout et tu auras l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire chercher l'obscurité? Et la Kavana, hein, comprendre l'obscurité. Chercher l'obscurité ne veut pas dire la chercher physiquement, parce que physiquement, au contraire, fait disparaître la lumière, tu auras l'obscurité. Et la Kavana comprend l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? L'obscurité, les Khamim Moussa, ils nous disent deux mécors à l'obscurité. Olamazé et Yavan. Olamazé et Yavan sont la source de l'obscurité. C'est quoi? C'est quoi l'obscurité? C'est-à-dire tout ce qui t'empêche de comprendre la Torah. Tout ce qui t'empêche de comprendre la shkafa de la Torah, c'est l'obscurité. Comme un homme, que quand il est dans l'obscurité, il n'arrive pas à comprendre quel objet il a devant lui. Il tâtonne, il touche, il te dit, tiens, comme je touche là, c'est une table. En vérité, ce n'est pas une table, c'était un chameau. Ou bien il va dire, ah, ce que je touche là, c'est, je sais pas moi, c'est un vélo. En vélo, c'était pas un vélo, c'est quoi? C'était, je sais pas, un autre truc. C'est-à-dire que dans l'obscurité, on évalue, mais on n'arrive pas à saisir de quoi on parle. Là, c'est pareil. Le Olamazé et Yavan, comme on l'a expliqué jusqu'à maintenant, Yavan, et le Olam Hazé en lui-même, Rabotai, c'est Alma de Shikra, c'est Olam HaSheker. Olam HaSheker, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on te fait comprendre des choses d'une manière qui n'est pas la vraie manière de comprendre les choses. C'est-à-dire, on te ment et on ne te donne pas la vraie réponse des choses. Les Chachamim, ils disent, et ça c'est une question très intéressante, que la Mada'out, c'est-à-dire la science, est en stira avec la Emouna. Ça c'est une grande chakira, ça. Est-ce que la Mada'out peut être en accord avec la Emouna, ou bien la Mada'out est quelque chose qui est forcément tiré avec la Emouna. Mada'out, c'est-à-dire la science, les sciences, les recherches qu'ils font, les scientifiques, etc., à droite à gauche, ils font des recherches physiques, chimiques, biologiques, tout ce que tu veux, médical. Il te dit, c'est en tiré avec la Emouna. Pourquoi c'est en tiré avec la Emouna? Qu'est-ce qu'il y a de tiré avec la Emouna? Chochma bagoim ta'amin. Au contraire, les sages, ils nous ont dit, Chochma bagoim ta'amin, c'est-à-dire que quand un médecin, tu vas voir, il te visite et te dit un problème, t'as un mine, il a raison. Tu vas pas dire c'est des tocards, c'est des cordonniers ou quoi. Tu es un malade, tu parles comme ça. Tu parles comme un perché. C'est pas parce qu'on a la Torah dans les mitzvot qu'on va dénigrer les gens qui ont des métiers, qui ont des formations. Si le bonhomme, il est formé, il est diplômé en informatique, il s'y connaît dans son métier, il est diplômé en ça. Et la preuve, c'est quoi? Demain, tu as un takala, tu as un problème. Tu es bien content qu'il vienne le bonhomme qui te dépanne. Et qu'en attendant, grâce à lui, tu as pu arriver à dépanner ta voiture, à dépanner ton appareil, etc., etc. Et la même chose le médecin. Donc c'est comme ça. Hein. Pourquoi les Chazal ils disent que la Mada'out est en stira avec la Emouna? En fait, la réponse, elle est très simple. La Mada'out, Rabota, c'est ce qui consiste à faire des recherches à partir de kelim qui ont été établis par la Mada'out. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les Mada'im, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, par exemple, les microscopes pour essayer d'analyser les choses qui sont microscopiques. Où ils ont des télescopes pour vérifier des choses qui sont dans l'astre, etc. Et des appareils. C'est-à-dire que les appareils leur servent à analyser les choses de la nature et qui leur permettent, grâce à ces appareils, de pouvoir tirer des mascanotes, tirer des théorèmes, tirer des règles, qui vont être les règles qu'à partir desquelles ils vont pouvoir maintenant, traiter des problèmes, résoudre des solutions, trouver des solutions à des problèmes, etc. etc. Maintenant, où va se situer, Rabotai, la stira avec la Emouna? Là où ça va se situer, c'est qu'en fait, que tu as oublié un paramètre. C'est que quoi? C'est qu'en fait, ce monde-là, il a été créé par Hachem. Est-ce que cette donnée, tu l'as ou tu l'as pas? Que le monde a été créé par Hachem. Alors, un Madaï, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, du moment où je ne peux pas établir ça alpi meda, donc je ne peux pas croire en ça. Ça, c'est un Mada. Je peux croire en ça d'un point de vue religieux, mais pas d'un point de vue Mada. D'un point de vue Mada, il faut que je puisse, il y en a qui ont mis, démontrer la chose.
Si je ne suis pas en mesure de démontrer la chose, alpi mada, donc je ne peux pas croire en ça. Alors il va te dire, ok, alors faites-moi une démonstration. Et si la démonstration s'avère exacte, alors on est prêt à écouter. On n'a pas de problème. Ils ne sont pas fermés. Au contraire, ils sont ouverts à tout. Donc, ils aiment les recherches. Mais trouve-moi un malach. Qu'est-ce qu'elle répond, la Emouna? La Emouna, elle répond, c'est Dadvunot, il répond comme ça. Il dit, Pachout, vous savez pourquoi vous ne pouvez pas arriver à Alpi Mada? On ne parle pas Alpi Ashkafa, Alpi Mada. Comprendre qu'Hachem existe, tout simplement, vous n'avez pas les kélim qui vous permettent de repérer Hachem. Et comme vous, tout ce que vous tirez comme maskano, tout ce que vous apprenez, tout ce que vous, c'est à partir de vos kélim. Vos kélim ne sont pas adaptés pour ça, ils ne sont pas compétents pour pouvoir découvrir Hachem. Donc vous cherchez Hachem avec des kélim qui ne vous servent pas à démontrer l'existence d'Hachem. Et c'est ça le problème en bouteille. Donc en fait, là, les Chachamim Moussar, ils sortent la maskana, que la Mada, elle est en contradiction avec la Moula. Elle est en contradiction avec la Moula. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ça. C'est très important, cette maskana qu'on est en train de dire là. Parce que demain, tu vas te retrouver confronté avec des gens très intelligents, des gens qui ont fait des études très poussées, et qui viennent te poser des questions sur la religion. Faire très attention de savoir l'origine de la question. Pas la question en soi. La question en soi, des questions, on en a. Même dans le chat, il y a des questions qu'on ne sait même pas répondre. Petit coup. On n'est pas effrayé et impressionné par les questions. Les questions, très souvent, on ne répond pas. Même ton saut, très souvent, il ne répond pas. Rabbi Akiva Eger, combien de questions il a de Tzarech-Iyun? Il a écrit un livre entier, Tzarech-Iyun, sur le Tzarech-Iyun qui a sur la Torah entière. Donc, ce n'est pas un problème d'avoir des questions. La question, ce n'est pas un problème et ça ne vient pas remettre en question, Bichlal, la vérité de la chose. C'est une question, ok, tu ne comprends pas, Zma. Alors, parce que tu ne comprends pas, c'est fini, c'est faux tout ce que l'on dit. Non, ça, tu ne comprends pas, c'est où? C'est l'obayazé. Ce n'est pas la question qui nous dérange, Rabotai. C'est qu'en fait, ils viennent, Rabotai, à partir de cela, Pachout, remettre en question tes maskanotes, remettre en question ce que tu penses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à accepter que quoi? Qu'il y a des choses qu'on n'a pas, nous, les moyens de pouvoir les découvrir. Et que donc, on est obligé de donner la place, Kaviachol, à la Emouna. Ouais. Si tu ne donnes pas la place à la Emouna, là, tu as une baille. C'est là que ton problème il commence. Maintenant, la Emouna, Rabotai, est énormément faussée dans ce Rolamazé. Elle est faussée par tous les éléments du Rolamazé. Comment tu vas dire à un bonhomme, Rabotai, que 13 bonhommes ils vont sortir en guerre contre une armée évanime? Et comment tu vas faire avaler une histoire pareille? Ouais, une histoire qu'il va falloir que tu racontes à tes enfants. Une histoire que tu va falloir que tu tiennes devant un public. Un public de gens qui sont des gens qui ont fait des études. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais il est devenu fou ce rabbin-là. Il y en a marre. Il y en a marre de raconter des histoires aux gens. Combien on peut raconter? Expliquez ça d'une manière alpib, mada. Que quoi? Que bon, il y avait une armée contre une armée, ils ont gagné la guerre, ça va, ça c'est probable. On ne peut pas nous faire avaler des choses pareilles. Et garder ça dans la transmission de la Torah, Kedosha, Shalom. Mais vous faites honte à votre Torah, vous faites honte à vos Chachamim, vous roulez. C'est-à-dire qu'il y a Chaz Shalom, encore une fois, tu peux avoir une question, c'est l'honorat, mais que tu viennes maintenant invalider la chose, parce que tu as une question, là, le problème commence. C'est là que le problème commence. Et c'est là que l'homme doit prendre position. Là, tu es obligé de prendre position. Pourquoi? Tu ne peux pas continuer à dire simplement, non, ok, on a une question, on ne répond pas. Non, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est pas d'avoir une question, on ne répond pas. C'est dire que maintenant, si j'ai une question, et que ma question montre combien c'est invraisemblable ce que tu es en train de dire, donc ce que tu dis ne tient pas la route, donc c'est faux. Oh, là, c'est grave. Là, c'est grave quand tu parles comme ça. Quand tu parles comme ça, c'est grave. Maintenant, qu'est-ce qui est embêtant, Rabota? Ce qui est embêtant, c'est que nous, on vit là-dedans, nous. On vit là-dedans et on est imprégné de ça. On est dérangé par ça. On ne se rend même pas compte, Rabota. On ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, le rove de problèmes qu'on a dans notre Emouna Bitachon ne vient pas parce qu'on n'a pas assez appris Emouna Bitachon. Entre autres, ça aussi. Mais ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que inconsciemment, on est dérangé par la question des Madaïm. C'est-à-dire inconsciemment, parce qu'on ne va pas dire qu'on cherche ces questions, mais on les entend. On entend les questions, on entend les étonnements, on entend les grincements de dents. Et ça nous dérange. Ça nous dérange. On ne peut pas être insensible et dire « Mais non, c'est toi, tu ne sais pas ce qu'il raconte. » On n'a pas le cran de dire ça à un bonhomme. Il ne sait pas ce qu'il raconte quand le bonhomme il a un doctorat en sciences ou en mathématiques ou je ne sais pas quoi. Comme on a, c'est un bonhomme, c'est un monstre. C'est un monstre de connaissances. Et que toi, tu oses maintenant te tenir devant lui et dire Atalo Mevin, Tachai Besheker. Tu vis dans le Sheker. Et c'est ça, Rabotai. C'est ce que je vous ai raconté une fois que la petite fille du Chafetz Chaim, elle était venue voir le Chafetz Chaim, ils l'ont emmenée pour voir son grand-père. Elle était dans les grandes villes là-bas, du côté de la Pologne, etc. Ils l'ont emmenée à Radin. Radin, c'était le petit village, comme ça, le petit village, en plus, dans le ghetto de Radin où se trouvait le Chafetz Chaim. C'est genre en Moyen-Âge. Ils vivaient encore au Moyen-Âge, dans des maisons délabrées, etc. avec les mamaches. Alors qu'elle vient de la grande ville, genre, la grande ville, les gratte-ciel, avec les maisons hautes, etc.
Elle arrive chez le Havetz Chaim, c'est son grand-père. Faites attention. Elle voit son grand-père, elle dit, Saba, ad matay atanisha bachosher. Jusqu'à quand tu restes dans le chosher? Alors il dit, quel chosher? Il veut l'entendre parler. Il dit, le chosher, le monde il avance. Le monde n'arrive pas d'évoluer. Comment tu peux rester là-bas encore avec ces principes et ces hashkafot de Torah qui te laissent dans le chosher? Le monde n'avance pas là où tu es, Saba. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il regarde. Là, le Chavetz Chaim, il faut bien savoir qu'il était à l'époque de la Première Guerre mondiale, à peu près. Et donc, déjà, là-bas, il y avait des avions. Les avions à hélice, comme ça, les avions à gaz. Et maintenant, ces avions-là, c'est avec ça qu'ils faisaient la guerre. Il lui dit, le Chavetz Chaim à sa petite fille. Il dit, viendra un jour où il n'y aura plus des avions comme ça. Ça sera des avions supersoniques. Des avions qui seront capables d'envoyer des tirs d'une médina à notre pays. Il n'est pas au courant, lui, il ne sait rien, lui. Hein. Il ne sait rien. Hein. C'est Chavetz Chaim, il a radin. Quel écran il a, quelle télévision, quel smartphone, pour être au courant que des choses comme ça peuvent exister. Il n'y a qu'un bonhomme qui fait des études à la NASA, que peut-être à cette époque-là, il savait qu'on est en train d'essayer de progresser dans ces domaines-là. Et il dit, il viendra un jour, comme ça il dit, où vous allez réussir à faire, pas comme ces avions-là, mais il dit un véhicule qui va être capable de monter sur la Lune. Et vous marcherez sur la Lune. Comme ça il lui dit, Chavetz Chaim. C'est une histoire vraie, donc c'est vérifié parce que c'est elle-même qui a raconté cette histoire. Elle était avec son père, Rav Katz. Rav Katz, c'était comment dire, le khatan du Chavetz Chaim, il m'a dit que sa fille. Et donc comme ça, il lui a dit. Alors, elle lui a dit, non, alors, Kalva Chomer, papi. Kalva Chomer, Saba, Shataba Chocher. Si le monde va arriver à ça, elle était impressionnée comment il pouvait savoir ça. Alors, elle savait elle-même, elle savait que des études étaient faites dans ce domaine. Donc, elle était impressionnée de voir qu'il n'est pas vraiment dans le Chocher. C'est-à-dire, il a l'air de savoir des choses. Alors, il lui dit, Kalva Chomer, si maintenant tu sais tout ça, comment tu restes là-bas? Alors, je t'expliquais ce qu'on fait là-bas. Ce qu'on fait là-bas, hein, c'est que nous, on construit des hommes. Vous construisez des avions, et nous, on construit des hommes. Voilà la différence. Là, elle ne sait plus quoi dire. Là, il a fait Melbec. Il a fait Melbec. C'est ça le Inan. C'est ça la différence, Rabotai. Maintenant que la Torah, elle est capable, Rabotai, avec des connaissances qu'on a en Torah, on est capable de s'intéresser à toutes les sciences et tous les maddaout et la philosophie qu'il y a dans le monde, Rabotai. On n'a pas de problème, Rabotai. Si on sait être ma'ayen dans un Tosfot, Kalva Homer, qu'on saurait être ma'ayen dans un texte de Aristote, de Freud. C'est de la rigolade. C'est la rigolade. Ça va être ma'ayen dans un Tosfot que celui qui dit sur les Rishonim qui sont des Ben Adam, il n'est même pas un Hamor, lui. C'est-à-dire quand tu étudies un Rishon, tu dois savoir que tu es devant un malach. Tu n'es pas devant un Ben Adam. Parce que des fois, hein, on manque de respect au Rishon, des fois. On dit, mais il n'a rien compris. Bon, allez, comment tu parles? Il n'a rien compris. Mais tu sais de qui tu parles? Mais si un Rishon, rien, s'il te venait dans le rêve, tu pourrais mourir. Rien que le voir. Tu vois ce que c'est un Rishon? Il a toute la Torah devant lui, comme un écran. Il connaît, quand Tosot, il amène les références, là, il t'envoie une référence quelque part, tu vois qu'il a été ouvrir, il connaît par cœur. Il connaît tout par cœur. Tout. Il a tous dans les détails dans sa tête. C'est-à-dire avant de dire une phrase, il fait le chasse en long et en large, et après il dit sa phrase. Tu te rends compte? Alors comment tu l'as utilisé Tosot? Tu l'as utilisé avec des pincettes. Donc maintenant, tu sais comprendre un Tosot, quand va remettre, tu vas sans comprendre des débats comme ça de philosophie et de sipouré, de savtot là-bas qu'il y a là-bas. Ça n'a rien à voir à Botaï. Maintenant, le Rocher, c'est ça le Rocher. Le Rocher de ce Olam Hazer à Botaï, malheureusement, c'est le bourrage de crâne que ce Olam Hazer et que ces Yevanim ont réussi à nous faire à Botaï. À tel point, qu'aujourd'hui on souffre de ça. On souffre de ça à Botaï. On souffre de voir comment aujourd'hui, malheureusement, la nouvelle génération, c'est les jeunes comme vous, etc., et ceux qui vont venir après vous à Botaï, ils sont complètement imprégnés de ces valeurs, imprégnés de ces données qui sont les données sur lesquelles ils se basent pour raisonner. Et que quand toi tu viens avec ta Torah, avec ta shkafot, avec tes règles de Torah, tu as l'impression, mamage, de parler, tu es un martien, tu parles de choses qui n'ont plus rien à voir dans ce monde, qui sont plus adaptées au monde, ils sont plus en accord avec les règles de ce monde. Et ça, Vadaï, c'est le Rocher à Botaï. Le Rocher, effectivement, nous fait plonger à Botaï dans un monde de sheker, où si nous, à Botaï, on n'allume pas le nerf de Hanouka qui nous permet, pour ça on appelle ça un nerf, parce que normalement dans un Rocher, il faudrait un panace, il faudrait un projecteur normalement, ouais, mais on n'a pas un projecteur, parce que le Rocher est très fort, donc on n'a pas de projecteur. C'est-à-dire que même quand on vient avec les paroles de la Torah, ça a la force d'un nerf, ça n'a pas la force de plus que ça. Donc c'est-à-dire que c'est un combat d'un nerf contre le Rocher à Botaï. Regardez un peu la bataille comme elle est dure. C'est-à-dire que les Chachamim nous ont donné bidiouk le chiour, il dit, on allume les nerfs, c'est ça la clarté que tu as.
pour essayer de voir clair à Botaï. C'est comme si on était dans une grotte, fin fond de la terre, obscur comme c'est pas permis, c'est les ténèbres totales à Botaï, et tu avais qu'un air dans la main en train de trouver ta route là-bas. C'est ça le Inyan à Botaï. Et donc quand on a lu Hanouka, quand on arrive à Hanouka à Botaï, Kavechol, c'est le nerf que la Torah nous donne pour essayer de nous éclairer dans la fin de la galoute. Parce que le nerf de Hanouka à Botaï, c'est Bidjouk, là où va commencer la galoute. Parce qu'on est au deuxième Beth Amikdash, oui, il y a encore quelques années encore que ça a duré, le Beth Amikdash, et après il a été détruit. Et donc on est juste à la charnière de la dernière fête Rabotaï avant la galoute. La dernière fête comme Israël ils ont eu avant la galoute. D'entrer dans la galoute, et qu'Hachem te dit voilà, je te donne un air pour pouvoir maintenant rentrer dans cette galoute. Un air, pourquoi? Parce que tu ne pourras pas avoir plus que ça. Tu n'auras pas quelque chose qui t'éclairera plus que ça. Donc c'est-à-dire c'est très important en Botaï. Quand on passe Hanouka, de savoir que Hanouka est censé nous apprendre quelque chose de fondamental. De quoi? De savoir que En Malasot, nos Torah, plus on ira et plus elle sera en contradiction avec les choses qu'on apprend dans ce monde. En contradiction en Botaï, mais totale. Plus on ira et plus ça sera fort. Si on n'est pas prévenu de ça, on n'est pas préparé à ça, on n'a pas compris cette chose-là, on pourra pas faire on tiendra pas en Botaï. Le Rocher nous avalera, soit toi, soit tes enfants, soit tes petits-enfants. C'est à un moment donné, tout s'écoulera à Botaï. Donc pour tenir à Botaï le flambeau, comme la course au relais, passer le relais à la génération qui va suivre, c'est pas chose qu'il faut s'agripper très très fort à Botaï, à la mitzvah de la Torah avec ce nerf qu'on a. Parce qu'on n'a que ça, on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre pour voir clair. Le monde, il s'obscurcit d'année en année, de d'or en d'or, il s'obscurcit. S'obscurcit, c'est pas ça un manque de lumière, parce que quand il y a juste un manque de lumière, mais que tout est clair, on peut trouver notre chemin même dans l'obscurité. C'est pas simplement ça. C'est un rocher actif, pas un rocher passif, actif, où activement il va dans le sens contraire. Il t'amène dans l'autre sens, il t'assimile nos enfants, il assimile les dorotes, il assimile Rabotaï, toutes nos pensées, Birlal, à tel point qu'on ne comprend même plus, Birlal, le fondement des interdictions de la Torah, on ne les comprend plus, Rabotaï. On est aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions sur les règles pshutim, les règles les plus simples, Rabotaï, des halachot du Shulchan Aruch. Ils ne comprennent pas, Rabotaï, ils ne comprennent pas comment aujourd'hui on peut encore avoir des halachot comme ça dans Shabbat. Ne pas prendre un mahalit quand on habite au 15e étage. On dit, mais c'est Shabbat. Et alors quoi? Il ne faut pas faire de melachot. Parce que tu crois que monter 15 étages à pied, tu crois que ça en est que Shabbat, ça? Mais tu rigoles, quoi? C'est l'enfer du Shabbat. Qu'est-ce que c'est? Quel problème d'appuyer sur un bouton? Mabaya. Tu appuies sur un bouton, tu montes l'ascenseur, on est que Shabbat. C'est magnifique. Et les gens aujourd'hui, à Botaï, de plus en plus, c'est le genre de questions qu'ils ont. Des questions normales qui remettent en question les bases même de la Torah Kedosha. On n'est pas sur des questions, sur des choses qui sont, comment dire, qui relèvent de l'Ashkafa, mais pas du Shulchan Aruch. Aujourd'hui, le Shulchan Aruch, il est remis en question. Shulchan Aruch, on a des questions sur le Shulchan Aruch, le Rabbayom. Et ça, ça doit nous interpeller. Et ça donne même âge du plomb dans la tête de nous dire, oh, il va voir combien on est en danger. Parce que ce qui est en danger, c'est pas la Torah. La Torah, elle n'est pas en danger, elle. La Torah, elle est éternelle. L'éternelle, elle est vraie, et elle sera vraie à l'éternité. Ce qui est en danger, c'est nous. C'est nous, Rabotai. C'est pour ça que c'est marqué comme ça dans le texte, qu'on dit dans la prière, Danta et Dinam, Nakamtait Nikmatam. Pourquoi les Kharim disent comme ça? Pourquoi Danta et Dinam? Hachem, il était Dan, leur din. Attends, bon, alors là, c'est ton din à toi. Pourquoi tu appelles ça nos din à nous? Nakamtait Nikmatam. J'ai fait la Nekama de votre Nekama. Maman, c'est pas un Nekama, c'est un Nekama à toi. C'est à toi qui s'attaque Hachem. C'est Yevanim là. Qui c'est qui cherche? Il cherche à toi. Ils cherchent à toi, ta Torah, tes misotes, ils veulent déraciner ta Torah et tes misotes. Ratsoul akor et takol. Donc pourquoi tu appelles ça ma Torah, mes misotes, mes djini, ma nekama? Là, il te dévoile, comme ça, ils disent les Mefarshim là-bas, ils disent que Hachem, quand c'est qu'il est prêt à faire une miracle à quelqu'un, quand c'est qu'Hachem, il est prêt à aider quelqu'un, quand le problème devient son problème. Tant que le problème n'est pas ton problème, tant que le bonhomme donne l'impression que c'est le problème de la Torah, c'est le problème des religieux, c'est le problème des shivot, mais c'est pas mon problème à moi. Parce que moi, les maasés, je n'ai pas encore décidé dans quel camp je suis. Je ne suis pas encore décidé si c'est là-bas ou c'est là-bas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas clair. Je ne vois pas clair, je ne sais pas où on va avec tout ça. Dans un cas comme ça, bon, alors là, il ne t'aide pas. Il ne t'aide pas pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas besoin d'aide, elle. Les shivot n'ont pas besoin d'être aidés. La Torah, elle n'a pas besoin qu'on l'aide. Qui c'est qu'on a besoin d'aider? C'est toi. Mais quand c'est qu'on peut t'aider à toi? Quand toi, tu cherches la vérité. Et comment je sais que tu cherches la vérité? Parce que tu fais de ça un problème personnel. C'est mon problème personnel. Et là, bon, alors, bien, c'est ça, c'est ton dîne, c'est un Nekama, moi je vais venir t'aider. Maintenant, la guerre, je vais la faire.
C'est-à-dire, Bourg-Olam, il dit, j'ai pas de problème de rentrer en guerre. De rentrer en guerre contre tous ces ennemis que tu as, qui sont même des millions. Bourg-Olam dit, moi, je fais la guerre contre eux. Mais à condition que toi, tu fasses de ça ton problème. Et ça, c'est ça le mineur. On dit que, comme ça, il disait le Hadmon de Satmer. Il dit, quand les chassidim, ils voient des voitures passer Shabbat, ils passent des voitures dans ton quartier. Ouais, comme ça, Pitom, Al Shabbat, il est rentré dans ton quartier où tu as mis des barrières, il est rentré, il est en train de se balader en voiture. Il met la musique en plus. Il met la musique comme ça, une bonne musique comme ça, rock, comme ça, dans le quartier religieux où tu as tous les chassidim là-bas. Alors qu'est-ce qu'ils font les chassidim? Ils crient Shabbos, Shabbos, ils se mettent à crier Shabbos. Tu peux me demander qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent c'est Shabbat. Et attends, et tu as la Mina, parce qu'ils vont essayer, il va arrêter la radio, il va s'arrêter, il va descendre de la voiture. Ouais. Attends, tu crois qu'il ne sait pas que c'est Shabbat? Il sait que c'est Shabbat. Et justement, il rentre là-bas, il veut faire la musique. Ça, la crie sautera. Il veut t'agacer les dents, c'est ça qu'il veut. Alors, maman, pourquoi tu cries Shabbat? Le Hadmour de sa mère, il dit là-bas, hein, ça je vous garantis que même les chassidim ne savent pas. Le Hadmour de sa mère, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit on ne crie pas Shabbat pour lui. Lui, Misken, il ne sait pas, il est assimilé, il a perdu la tête, lui. On crie Shabbat pour nous. Il dit pourquoi? Parce que tu ne peux pas savoir combien ce bonhomme, avec ce qu'il est en train de faire ici, où là, il y a ziklecha. C'est un ziklecha dans le fait de voir Chilul Shabbat avec tes yeux, tu vas te mettre à croire que quoi? Que c'est pas très pachou de dire que Shabbat doit être chamour. Parce que tu t'accoutumes à ça. Tu t'accoutumes au Chilul Shabbat. Nous réveillons, mon bouteille. C'est-à-dire qu'on s'accoutume au délit, on s'accoutume à des choses qu'on entend à la radio, à la télévision. Un bonhomme, il regarde la télévision du matin au soir. Il s'accoutume à la délinquance, il s'accoutume à la violence, il s'accoutume au vol, il s'accoutume aux magouilles, il s'accoutume à tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe après? Après, il n'est pas choqué par ça. Comme il n'est pas choqué par ça, comment tu veux quand il sourd le motif? Là, bon, ça va, c'est le monde. Le monde, il est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï? Il faut crier quand c'est comme ça. Ça dit soc. Il faut pas, c'est pas un stamp en Botaï. Le stapler, une fois, il marchait dans la rue, il sortait de sa maison, il habitait à Rehov Rashbam. Il sortait de sa maison pour aller à Derman, pour aller à la Beth Knesset, pour prier. Il habitait dans la même rue. Là où il habitait Raphaïm, c'était le bout de la rue. Lui, il habitait au milieu de la rue. Et donc, il sortait comme ça pour aller prier, pour aller à la tfila de Liderman, à la Beth Knesset où ils vont prier. Sur la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une boîte d'allumettes par terre, mais une boîte d'allumettes, ouais, où il voit là-bas un numéro de téléphone marqué dessus. Il avait un safek, d'abord chez Shbo Siman. Il avait un safek. Non pas shoot, une boîte d'allumettes sans rien dessus, c'est d'abord chez l'Osiman. C'est quelque chose d'anodin. Toutes les boîtes, elles se ressemblent, donc il n'y a pas de siman. Donc tu peux le prendre ou tu fais ce que tu veux avec. Mais là, comme il avait un numéro de téléphone, il s'est dit, bon, c'est peut-être un siman. C'est quoi? Que le bonhomme, si on lui dit, donne-moi un siman, il va savoir, il va te dire, bah ouais, il y a un numéro de téléphone dessus, voilà, c'est son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la boîte, il a écrit, de sa main, il a écrit des papiers pour faire Shabbat Aveda. Il a mis des papiers comme ça sur toute la rue, comme ça. Et maintenant, les gens, ils ont compris que c'était le stapler. Ils disent, quoi? Le stapler, il a écrit des papiers pour faire Shabbat Aveda. Waouh! Qu'est-ce que c'est impressionnant! Le lendemain, dans le Hétet Nehman, en première page, ouais, ils ont fait là-bas, ils ont fait une photo des papiers à Shabbat Aveda. Vous vous rendez compte? Le Gadol Hador. Regardez comme il a fait la mitzvah de Shabbat, il a mis le papier. Qu'est-ce que c'est beau, magnifique. Alors maintenant, un Hamar, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu avec le Hétet Nehman montrer le journal au stapler. Pour dire, regardez que photographe, regardez. Il dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez, ils ont dit à Shabbat Aveda, parce que vous avez les papiers, ils ont une boîte d'allumettes, et c'est mamé. Le stapler, il a fait Kéria. Il a déchiré sa chemise. Qu'est-ce qu'il arrive? Il est devenu fou, là. Il a pété un câble. Pourquoi il déchire la chemise? Il dit, à ça, on est arrivé. Il dit, on est arrivé à un dor où, Chaz Veshalom, on est impressionné parce qu'on a fait Mitzvah Doraïta. Qu'est-ce qui vous arrive? Quoi, parce que je suis le stapler, je ne fais pas des misotes? Mais je suis khayab de faire ça. Ma sipou. Il dit, regardez où vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes mikpalé quand Sadiq fait Shabbat Aveda. Ben alors c'est normal que toi maintenant tu vas passer demain, tu vas voir une Aveda par terre avec un siman, mais tu vas même pas la ramasser, Bichlal. Ça va même pas t'intéresser, dire j'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de truc. Laisse-moi tranquille. Ata ouvert à l'avdoraïta, dotitalem. Tu penses à la rigolade? Tu fais une mise à doraïta. Quoi, la Torah t'ordonne, c'est la rigolade? Et là, tu as banalisé. Voilà. Sur Olam HaChosher, tu as amené à banaliser les choses. Et tu les as tellement banalisées qu'elles ne font plus rien. L'homme est réglé à à tel point que quand tu entends demain, tu sais, waouh, incroyable.
Il dit, mais Shem Ishmor, qu'on arrive à s'épater et comment dire, s'interpeller de voir comment c'est. Mais c'est mis dans l'état, mais Kol Ben Adam, ça va sauter, Makarapo. Et c'est ça le problème qu'on a. Le rocher, en vérité, c'est la banalisation qu'on a fait en bataille de toutes les lois de la Torah, des mitzvot, où on n'est plus dérangé par Chilou Shabbat, on n'est plus dérangé de voir des gens marcher des pritzout, on n'est plus dérangé de voir comment un juif il mange taref, on n'est plus dérangé de voir ces choses-là. Alors qu'une fois, Rav Loupian, il faisait sa promenade de Shabbat du côté Mizrach de Jérusalem. Vous connaissez là-bas où il y a les hôtels, tous les hôtels là-bas. Il y a tous les hôtels, et par là-bas, on arrive après vers le hôtel. On traverse le truc des Arabes là-bas. C'est tous les hôtels, comment ça s'appelle, tous les grands hôtels qui sont là-bas. Ouais, tous les grands cours, etc., ils sont tous là-bas. Alors, il faisait sa promenade avec un élève, parce que là-bas, c'est Bidjouk. Tu as Macharim, la route, et de l'autre côté, tu as les hôtels. Et donc, il marchait avec son élève. Et puis, tant, il vient un Américain, ouais, en Mercedes décapotable. Comme ça, il s'arrête. Comme s'il s'arrête juste à côté d'eux. Ouais. Et il dit comme ça, Efchar la guili, effort cotel. Alors, bon, le plein, il regarde comme ça, il dit, Maurosé, il demande où est le cotel. On a droit, Vaudara, de lui répondre parce qu'il est en voiture. Il dit quoi? Trilou Shabbos. Et Rav Lupin, il s'est mis à pleurer. Oh, il va, Trilou Shabbos, Trilou Shabbos. Alors, on il dit, ok, don't worry. À Kol Besséder, laisse tomber, c'est pas la peine, je me débrouille tout seul. Genre, il a vu là, il dit, attends, 80 ans, il va attraper une crise cardiaque, ils vont m'amener à la police. C'est des sales histoires, ça, laisse-moi tranquille, je rentre chez moi, je vais me débrouiller, je vais me dire autrement. Alors maintenant, lui, bon, il va pour démarrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le Rav Lupien? Il se met devant la voiture. Il se met dans la voiture, il l'empêche de rouler. Il dit, roule le Shabbat. Regarde, alors il regarde l'autre, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, il ne veut pas vous voir faire Chilou Shabbat. Ok, pas de problème. Ok. Il descend de la voiture. Il dit, ok, il n'y a pas de Chilou Shabbat. Je ne bouge pas. Voilà, je bouge. Alors il dit, oui, mais les clés, tu as les clés dans les mains, c'est mouxé. Mais c'est les clés. Quoi? Je vais jeter. Shabbat. Il jette les clés comme ça. Il jette les clés. Le bonhomme, il jette les clés. Il a peur. Il voit un zaken comme ça. Il est en train de s'exciter. Il trompe comme ça. Il est en train de trembler. Il a tout jeté. Après, alors il dit, maintenant, Kol Besséder, ça va, ok. Il dit, mais c'est l'Ishmor Shabbat, c'est l'Ishmor Shabbat. Après, je vais partir. Il dit, je vais partir, tu vas reprendre la voiture. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, l'Ishmor Shabbat. Il dit, promets-moi que tu es Shomer Shabbat. Il dit, mais attends, mais je ne peux pas changer comme ça sur un pied. Je ne vous connais pas, moi, je ne sais pas qui vous avez. J'ai fait un malheur de demander ma route à un bonhomme. Il va me rendre fou maintenant que ça, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, non, et à cause de le voir comment il pleurait, il a pris sur lui d'être Shomer Shabbat. Ce bonhomme, lui-même, il devient fou. Il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais ce bonhomme-là, il m'a rendu fou. C'est ça qui nous manque aujourd'hui en Bretagne. On n'a pas le régège de Shmirat Shabbat, on n'a pas le régège de toutes ces choses-là. Il n'y a que ça, chez Mishmor en Bretagne, on se perd.